Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve évidemment pour la quotidienne et une nouvelle belle journée de football. Au programme, les derniers matchs de la phase de poule. Le groupe E dès 18h avec Slovaquie, Roumanie et Ukraine-Belgique. Puis le groupe F avec Géorgie, Portugal et Tchéquie-Turquie. Alors, pas de cité fertile ce soir, mais vous pourrez retrouver Tom, Jules et Alex en live sur Twitch dès 23h. Et ça tombe bien, je suis avec deux d'entre eux. Le premier est un pilier de 11e art. Il a passé tellement d'années sur Terre qu'il est désormais capable de faire 6 choses à la fois, comme enregistrer une émission et gagner un Masters 1000 sur la PlayStation en même temps. Comment ça va, mon Alex? Ouais, ça va, ça va. Mais j'ai gagné Monte Carlo, j'ai sorti Sinner sur Top Spin, excellent jeu, je recommande à tout le monde. Et on notera au passage que toi, tu l'appelles le tournoi des maîtres. Ça m'avait bien fait rire Oui, oui. à l'ancienne. C'est PES, tu sais, il n'y a pas de licence. Ouais, voilà. Et à nos côtés, un homme déçu d'avoir dit adieu à l'Écosse dès la phase de poule, mais pas grave, il lui reste encore 12 équipes en lice pour les huitièmes de finale. Comment ça va, Tom? Je suis pas sûr que je peux te targuer d'être fan de l'Écosse. Ce serait pas, c'est un peu colonial comme ambiance. Ah merde, ok. Bon, Non, bah, c'est non, pas grave. après, Il en reste plein. c'est un peu triste de les voir sortir et encore plus triste de voir les Bavarois leur faire une petite chanson pour sortir. C'était vraiment The Office, l'ambiance sur la petite vidéo. Donc voilà, un peu triste pour eux, surtout vu le scénario de la fin de match où ils méritaient un penalty, mais bon, c'est comme ça. C'est l'Écosse, Ouais, quoi. c'est vrai que c'était assez cruel, mais bon, les gars, vous l'aurez compris, on a un programme assez chargé aujourd'hui avec 4 matchs. Donc, on va pas tarder et cap sur notre premier match du jour avec Belgique-Ukraine. 18h. Ukraine, Belgique. Alors Tom, tu as pu t'entretenir avec Olga Ruzelnik, qui est une chercheuse spécialisée dans le supporterisme ukrainien, et ça tombe bien, vous avez évoqué son sujet de prédilection, les ultras en Ukraine. Bonjour à tous, on est avec Olga Ruzelnik, on est d'accord? Voilà, Ouais, parfait. Ruzelnik, Ruzelnik, je sais, ça c'est le magnifique. prénom, ouais, nom assez bizarre, enfin français. Qui est sociologue du coup, rechercheuse en sciences politiques et spécialiste de supporterisme en Ukraine. Ça vous fait plein de choses très intéressantes et on vous avait déjà reçu sur un épisode de Sous le capot il y a quelques mois. Donc si vous voulez un peu plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à aller voir cet épisode-là. Nous on va parler un peu plus de effectivement un peu d'historique et surtout les rôles des ultras ukrainiens à 7 euros, forcément un peu particulier pour l'Ukraine. Alors, on va démarrer effectivement avec le petit historique des différents groupes importants d'ultra en Ukraine et quelle est leur implication ou orientation politique. Bon, bonjour tout le monde. Moi, j'ai plaisir de vous revoir encore. Pour les groupes ultra à l'Ukraine, on va parler encore pour l'État avant 2022, avant le début de la guerre. Euh, on parle de grands mouvements d'ultra de Dynamo, de Shakhtar. Il y avait même avant 2014, quand on le dit, Euromaidan. Et il y avait les grands mouvements de Metalist Kharkiv, il y avait de Lviv, alors de l'Ouest, d'Odesse, vraiment partout, partout. Assez grand, assez important, de 2000, 3000 personnes. Orientation politique, on va dire, on peut décrire ça comme droite, extrême droite, mais c'est pas le même mot et c'est pas la même description d'extrême droite que par exemple en France. On peut dire que ça c'est nationalisme. Ouais, ça, mais extrême droite laquelle? Il n'y avait pas, par exemple, antisémitisme, c'est pas présent dans le mouvement nationalistique et droite à l'Ukraine. Qu'est-ce qui est présent et très évident, c'est bien sûr le sentiment anti-Kremlin, anti-russe, anti-Poutine. Ça, c'est sûr. Et anticommuniste. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage, par exemple, avec beaucoup de pays post-soviétiques, mais je n'aime pas les mots post-soviétiques, ex-soviétiques, comme le pays balte, par exemple. Il y a aussi cette signe ou cette caractéristique de mouvement droite, extrême droite et nationalistique. Ça, c'est juste être anticommuniste. Tous les souvenirs, mémoires de l'Union soviétique, il doit être contre. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui était partagé par le mouvement de supporters
extrême, ouais, extra, ultra, à l'Ukraine. Il y avait, bien sûr, à l'époque, je me souviens, il y avait le mouvement de CSKA Kiev qui était extrême gauche, mais depuis 2014, il n'existe plus. Maintenant, c'est plus unifié, bien sûr. Mais encore, je parle de mouvement de supporters avant 2022, parce qu'après, bien sûr, c'est très changé. Justement, avec les deux, alors on peut évidemment situer le début de la guerre à 2014, on peut le situer à 2022, c'est important dans les deux cas. Comment est-ce que la guerre a forcément affecté? Est-ce que ça a séparé ces groupes-là, qui nombreux sont allés rejoindre le front? On en a parlé longuement dans l'épisode, mais vous pouvez en reparler à ce moment-là. Et est-ce qu'il y a forcément, avec la délocalisation des matchs, surtout vers l'ouest et même en Allemagne, est-ce que ça a grandement affecté les Ouais. regroupements de supporters? C'est vraiment intéressant de regarder, et c'est le cas tellement unique, qu'est-ce qui se passe avec le football à l'Ukraine, parce qu'il y a la guerre de phase chaud, ouais, ça c'est hot war, avec les explosions, bombardements, mais il y a encore le League football qui prend place. Et je pense que le Shakhtar, ça c'est la première place. La dernière c'est Metalist. Le football prend place. Ils ont déplacé le match plutôt à ouest, centre-ouest, ou l'endroit plus calme, bien sûr pas à Kharkiv ou quelque chose qui est très proche pour la zone de la guerre. Il n'y a pas de supporters audience, c'est-à-dire les tribunes vides complètement, parce que ça s'interdit. On a les circonstances de l'Ukraine assez extraordinaires, mais le football prend place. Il y a même les transferts, vraiment toutes les réalités du football normal, semi-normal, il existe là-bas. Il est présent. Si c'est bien sûr le match international, ça c'est allemand. Mais à l'intérieur d'Ukraine, il y a encore le football, il encore existe. Les gens encore regardent football, le match ensemble. Ouais, justement, on va pouvoir parler un peu de cette Sbirna et de cette sélection Mm. nationale qui forcément continue de un peu attacher nos cœurs. On a pensé à ce barrage contre le Pays de Galles pour le Mondial 2022 qui était un peu chargé d'émotions. C'est qui a fait un petit peu plus facilement, entre guillemets, pour ce tournoi-ci, même si c'était encore très chargé d'émotions. Tous ces matchs se jouent en Allemagne, où il y a eu beaucoup de réfugiés qui sont partis. Je pense notamment à Mm. Hambourg ou à d'autres stades plus proches de la frontière. Comment est-ce que les ultras, en tout cas de clubs, se retrouvent ensemble au niveau de la sélection? Ils retrouvent sur la guerre parce que on parle de ultras. Nous devons comprendre que les ultras, ça, c'est les gens, au moins, on va dire comme ça. Euh, alors, à l'Ukraine, il y a maintenant la guerre, il a le droit martial. La mobilisation totale de jeunes, de hommes entre 18 et 50 ans. Et on comprend que le plus active les hommes qui participent dans la guerre, qui sont mobilisés volontairement ou d'autres manières. Ça, c'est le jeune entre, on va dire, 25 et 40. Ou 20, 40, comme ça. Et ça, c'est vraiment l'âge des ultras. De plus, moi, j'ai déjà écrit dans ma thèse et des articles, ça, c'est les éléments, les hommes qui est très actifs et ils ont mobilisé par eux-mêmes. Ils ont été le première vague de bénévoles allés à la guerre 2014 et bien sûr en 2022. Et on peut dire maintenant que ultra, ça c'est un petit peu être ultra, ça c'est quelque chose pas prioritaire pour eux. Et si on parle vraiment de supporters actifs, ils n'ont pas au football. Ils regardent football sur le téléphone, Mmh. sur l'ordinateur, mais ils ont là-bas. Et malheureusement, il y a beaucoup étaient morts et vraiment et beaucoup de même autres membres de mouvements d'ultra les participent, si pas directement à la guerre, au moins au niveau de bénévolat, de comment le faire, le fundraising et tout ça. Si on parle des supporters qui maintenant regardent le match, ça c'est vraiment réfugiés. Ça c'est les femmes, les hommes Plutôt des familles, ouais, c'est ça, ouais. toutes les familles, ouais, qui étaient ici. Ils essaient d'organiser eux-mêmes par la Fédération de football ukrainienne. Ils ont envoyé le email pour, par exemple, rassembler à cette heure-là avant le match pour faire petit marche. Mais c'est pas le ultra. On comprend que ça, c'est juste le supporter. Un supporter ordinaire, oui, mais pas ultra, ultra, ultra. Et D'accord. l'autre chose, pourquoi d'autres
point je pense que pas tout le monde comprend. Il y a les lois martiales à l'Ukraine. Et les hommes ne peuvent pas même traverser les frontières. Les femmes peuvent traverser les frontières, les hommes non. C'est-à-dire même si tu n'es pas soldat, tu ne peux pas aller juste voir le match comme ça. C'est pourquoi c'est vraiment si on voit quelqu'un sur le tribune de football maintenant, ça c'est plutôt réfugié D'accord. qui est ici. Et est-ce qu'on voit quand même en dehors de peut-être des drapeaux, est-ce qu'on a quand même des signes ukrainiens en tribune ou c'est vraiment juste des familles avec leurs gamins? Non, et ça, c'est l'Ukrainien ukrainien parce qu'on on est maintenant nation très pro-militaire, on va dire que ça. Même, oh, je vais envoyer après, je ne sais pas, faire le post sur Twitter, euh, le vidéo promotionnel de l'équipe ukrainienne pour cet héros. C'était très militarisé. Vous savez, s'il y avait le même euh, combattant très connu qui commençait de faire les annonces de tout le nombre de joueurs de notre équipe. Et je pense qu'aussi, il y avait, après, je suis pas sûre, mais je pense que j'ai entendu qu'ils ont même payé pour le soldat qui est maintenant en train de réhabilitation en Allemagne euh, pour aller venir regarder les matchs de football. Et c'est ouais, et il y a bien sûr peut-être, il y a le mmh, drapeau de signe militaire comme ça. Ouais, ça c'est D'accord. possible. Parce qu'il y a très bon retour par rapport des Ukrainiennes pour cet héros, parce qu'on comprend que le sport, il peut donner un petit peu ce soutien moral et psychologique en nation, et spécialement pendant la guerre, avec les victoires. Mais il n'y a pas beaucoup de victoires. Eh bien, merci beaucoup à Olga, pour cette petite, chronique et d'ailleurs, si vous voulez la retrouver, on avait fait un sous le capot avec elle en mars dernier, donc je vous invite à aller écouter ça et pour revenir rapidement à ce Belgique-Ukraine, toi, Alex, est-ce que tu as un petit prono à nous faire? Bah, c'est le groupe le plus chaud, hein, avec toutes les équipes à 3 points. Je pense qu'on fera un petit débrief général du groupe. Mais en ce qui concerne juste ce match, je vois mal la Belgique qui s'est bien ressaisie au dernier match contre la Roumanie passer à côté de son sujet. Après, ils ont toujours cette tendance à être mal payés dans les matchs parce que je trouve qu'ils dominent quand même assez bien dans l'idée. Lukaku va peut-être enfin marquer un but accepté. Et donc j'irai plutôt sur la Belgique assez facilement, surtout que l'Ukraine, même si ça allait un peu mieux au dernier match, a quand même pas mal déçu collectivement. Donc Belgique par 2 buts, ça me paraît pas délirant. Ouais, ça paraît cohérent et vu que tu as mentionné aussi le Slovaquie-Roumanie, on va aussi un peu s'attarder dessus. Les gars, est-ce que vous auriez un petit prono à faire, sur ce match? Vu qu'on n'a pas de chronique aujourd'hui, je vous lance tous les 2 là-dessus. Je pense que la Roumanie avait des bonnes bases par rapport à leur premier match qu'ils n'ont pas forcément totalement renié sur le deuxième. Je trouve qu'ils étaient quand même pas ridicules contre la Belgique. On est d'accord, ouais, celui qu'on a vu à Cité Fertile la semaine dernière. Donc moi, je partirais plutôt sur la Roumanie parce qu'elle montre quelque chose, tu vois. On en a parlé en live tous les trois, c'est qu'ils ont tenté quelque chose. C'est un peu la petite équipe avec l'Albanie, etc. et la Slovaquie, mais qui ont vraiment tenté quelque chose. Alors que la Slovaquie, en fait, en gros, c'est on espère avoir un peu de chance devant et on bétonne derrière. Donc pour le beau jeu, pour Hadji, pour la belle époque roumaine, je pense que ce serait pas mal une petite victoire roumaine pour les voir au deuxième tour. Alex, toi, tu es d'accord avec Tom ou pas? Ouais, j'ai envie que la Roumanie passe. Ils peuvent finir premier de groupe, hein. Ce serait devant la Belgique, ce serait quand même une dinguerie. On le disait tout à l'heure, les 3 équipes sont à 3 points, tout le monde peut se qualifier, tout le monde peut finir meilleur troisième et le quatrième sera forcément très frustré. Parce que ça peut être un des meilleurs quatrièmes du tournoi.
En ce qui concerne ce match, j'ai envie que la Roumanie passe pour en fait qu'ils soient récompensés de tout ce qu'ils ont proposé, de leur allant offensif, du fait qu'ils aient jamais bétonné, de capitaliser sur ce 3-0 contre l'Ukraine et voilà donc plutôt pour la Roumanie. Et si la Roumanie fait en plus de ça un meilleur résultat que la Belgique, ils seront assurés d'être premiers du groupe et ce serait quand même une surprise incroyable dans cet Euro, hein. Ce qui serait très drôle, c'est de voir effectivement le meilleur quatrième avoir plus de points qu'un des meilleurs troisièmes qui passe. Parce que C'est c'est là ça, qui passe c'est ça, ouais. alors que il suffit que ce soit la Slovaquie qui finisse dernier, elle a 3 points. Tu vois, c'est un peu le système à la con que nous a développé Platini. C'est vrai que ça montrerait un peu le manque de crédibilité de cette formule des meilleurs troisièmes, ça serait assez drôle. Trop fair play, tu Et vois, carton, ouais. c'est con en plus. Mais ouais, je suis d'accord avec vous, hein. Je pense qu'on a tous envie de voir un peu cette Roumanie poursuivre son parcours, vu ce qu'ils nous ont proposé maintenant. Et là, je pense qu'on a bien fait le tour de ces 2 matchs de 18h. Maintenant, cap sur les matchs de 21h et on va commencer par, Géorgie-Portugal. 21h. Géorgie, Portugal. Le groupe F aura la tâche de finir en beauté ses phases de poule et aujourd'hui, on vous régale avec un deuxième entretien. Clément Delchaux, qui écrit notamment pour les fiches du cinéma et GQ, va nous parler d'un film géorgien. Clément, tu es avec nous aujourd'hui pour parler de la Géorgie et l'homme de lettres que tu es, l'homme de culture que tu es, ce qui nous convient parfaitement sur Onzema. Vous voulez nous parler d'un petit film qui a changé un peu l'impact du football géorgien. Effectivement, alors moi je voulais partir en fait d'une phrase bien connue qui concerne le foot, c'est que ce dernier, ce serait la guerre poursuivie par d'autres moyens, qui est un peu une vieille antienne, l'opium du peuple, le pain et les jeux, et comme beaucoup d'aphorismes, c'est une affirmation qui tombe tellement sous le sens qu'elle finit par se vider d'elle-même, elle se surconsomme, et en s'économisant, elle manque un peu de lucidité. Donc je voulais aussi parler d'amour, et en regardant Sous le ciel de Kutaisi, le film dont on va parler aujourd'hui, ça m'a fait donc penser au football géorgien et au match enthousiasmant qu'on a pu voir hier des Géorgiens face aux Turcs qui ont perdu donc 3-1. Et j'ai eu envie de descendre dans la foule et de franchir le seuil du terrain comme un rite martial et d'être une forme de marxiste, mais à la Pasolini, du genre à venir avec un couteau parmi les siens pour parler d'amour, un geste d'amour kamikaze comme les dribbles de Gvarastrelia, que j'ai appris à bien prononcer pour l'occasion. Des dribbles donc chaloupés qui semblent s'échapper un peu d'une cour de récré. Et quand on parle foot et amour, c'est ce film qui me vient à l'esprit. Et vous allez voir que par la bande, il y a toujours de la politique à l'œuvre, dans sa dimension étymologique la plus pure, c'est-à-dire une notion qui émane du citoyen. Est-ce que du coup tu peux nous faire un petit résumé Bien sûr. De ce film? Donc c'est Lisa et Georgi qui travaillent dans la ville de Kutaisi. Lui est footballeur, elle travaille dans le domaine de la médecine. Ils se rencontrent par hasard et l'amour les frappe si soudainement qu'ils en oublient même de se demander leur prénom. Avant de poursuivre leur chemin, ils décident de se retrouver le lendemain. Ils sont loin de se douter que le mauvais œil leur a jeté un sort. Alors là, je lis le résumé halluciné, très simplement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le lendemain, ils changent d'apparence. Ils changent de tête, de visage, et vont finir par travailler dans le même bar pour l'été, et donc à se côtoyer, sans savoir qu'ils sont l'un à côté de l'autre, alors que la Coupe du Monde est diffusée dans tous les écrans géants et dans tous les bars de la ville de Kutaisi. Alors justement, Kutaisi, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette ville? Oui, alors Kutaisi, c'est le lieu central du film, donc c'est la 3e ville de Géorgie, mais pour y être allé, c'est plutôt un gros bourg paisible, qui est traversé par un fleuve vraiment bouillonnant, qui est proche des lieux de culte les plus importants de l'orthodoxie géorgienne. Et c'est aussi la ville, pour l'anecdote, du Torpedo Kutaisi, où vient de signer Mamadou Sakho, un homme de goût. Donc, dans le film, tout le récit converge, physiquement parlant, vers le terrain de foot, vers le plaisir ludique. Chaque plan, c'est quand même assez rare pour un film qui est un conte d'amour, contient un ballon, des enfants qui jouent. Et on pourrait presque dire que c'est à l'image de la Géorgie, une surface de représentation qui oscille un peu entre l'archaïsme et l'hypermodernité, entre la rouille et le marbre, sans qu'on sache très bien si la corrosion ne touche pas d'abord le matériau le plus noble. Et à tel point que le film brouille un peu les frontières entre justement le documentaire et la fiction. C'est ça. Au détour d'un ou deux plans, l'amateur donc de foot géorgien, bon, il n'est pas nombreux, je ne pense pas qu'il soit très nombreux, qu'il soit légion en France, mais bon, j'en profite pour dédicacer le compte Football Géorgien qui me fait très plaisir. On a reçu aussi, nous, pour des previews.
C'est donc, oui, Boudou Zivzivadze, qui participe à l'Euro, qui joue à Karlsruhe, qui n'est pas, si je dis pas de bêtises, qui n'est pas entré en jeu lors du premier match, mais qui apparaît. Donc c'est un effet de réel, certes, mais bon, c'est un effet de réel qui brouille le documentaire de la fiction, vraiment pour l'initier. Donc, ce qui est intéressant, donc, c'est que le film se passe pendant la Coupe du Monde, qu'on devine être la Coupe du Monde 2018, et surtout que ça nous apprend ce qu'est le rapport, le sentiment d'appartenance que nous apporte le football, une forme de pérennité de la cité. Donc, pour en parler, ce qui est très intéressant, c'est que dans le film, on regarde le foot dans deux barres, c'est-à-dire le pont rouge contre le pont blanc. Et donc, il y a à l'œuvre une éthique, presque une esthétique du regard. Le pont rouge est le meilleur, car il y a des données objectives, la bière est fraîche, et on voit bien le match. Voilà, ce qui est intéressant, c'est à travers un film de voir ce qui déborde de la fiction pour être le réel, et qui sont parfois des images qui sont un lieu commun. Le foot, c'est toujours la continuation d'un lieu commun quelque part. Ce sont des grands-mères qui font leurs courses et qui s'arrêtent pour regarder l'activité sur l'écran géant. Ce sont des enfants qui tordent le cou pour regarder le match, et on l'a tous fait, on le fait encore. Hein. Ouais, justement, tu nous parlais de la vision un peu marxiste. On a reçu l'autre jour aussi quelqu'un spécialisé en sémiologie qui nous parlait de Pasolini. Est-ce que tu peux rebondir là-dessus? Oui, donc au-delà de la fable marxiste catastrophée du foot comme asservissement, le foot est sublime aussi parce qu'il permet de vibrer et de se scandaliser. C'est ce que dit aussi Pasolini, qui parle du football comme d'une chansonnette stupide qui agit comme un fait brut de réalité. C'est-à-dire qu'il y a la réalité du foot en tant qu'instrument d'asservissement, mais il y a aussi, en parallèle, sans que les deux vraiment communiquent contre et tout contre, la réalité du conte et la beauté ludique des enfants qui rêvent d'apprendre à jouer pour ne pas déjouer à être adultes. Bah, justement, c'est aussi un film sur la conciliation de la vie d'adulte et celle fantasmée de la vie d'enfant. C'est ça, c'est un film sur l'impossible conciliation entre la vie d'adulte et celle d'enfant. Donc moi, je vais parler très rapidement de moi, mais bon, j'ai joué très longtemps au foot en tant que gardien à Poitiers. Mon idole, c'était Teddy Richer de Sochaux, Ok. connaisseur. Et le problème, c'est que je fais 1m70, donc très vite sur les ouais. corners, j'étais désavantagé. Bon, dès lors, dès que j'ai découvert que j'étais nul au foot, il y a eu une mélancolisation de mon état. C'est-à-dire que là, je pactisais avec le diable de la vie, quoi. Je ne serai jamais footballeur. Les ligaments croisés, finalement, l'excuse des ligaments croisés, c'est la dépression rendue corporelle d'un sentiment où l'homme ne pourra jamais atteindre sa plénitude. Et en général, pour un jeune garçon, c'est d'être footballeur professionnel. Donc, Gheorghi, notre héros, est footballeur. C'est son métier. Mais maintenant qu'il est métamorphosé, après sa rencontre avec Lisa, il ne peut plus jouer au foot. C'est le premier symptôme de sa malédiction. C'est-à-dire qu'il ne peut plus renvoyer la balle au-dessus du filet quand ses coéquipiers, qui ne le reconnaissent plus, le lui demandent. Le ballon de football, ça perd sa fonction ludique pour devenir un objet, comme on dit en psychiatrie, un objet plastique. C'est-à-dire qu'ils cassent le réel. Ils perdent leurs dons, et donc ils perdent leur corps. C'est des corps qui sont empêchés. Lisa ne peut plus exercer la médecine. Bon, là, on s'en fiche en l'occurrence. Ce qui nous intéresse, c'est le foot. Il perd ses moyens face à la pression. Ok. Et il y a un moment dans ce film, toi, qui t'a particulièrement marqué, c'est ça? Oui, c'est une scène qui est sublime. Je pense qu'il vaut la vision du film à elle seule. Gheorghi observe des enfants jouer au foot sur un city-stade au son de Noti Magiche, qui est l'hymne de la Coupe du Monde 90. Donc il fait beau, les enfants sont heureux. Les enfants, les filles et les garçons, hein, la mixité est parfaitement respectée dans la répartition des équipes. Mais il y a un rappel au réel. Le ballon franchit les cages et termine dans la rivière. Et du coup, c'est là qu'on apprend que justement le football n'est pas le paradis qu'on pense être. C'est ça, le football, ça reste la guerre, surtout quand le ballon est ballotté dans les remuements du fleuve. Donc c'est une lecture rétrospective, hein. Le film a été tourné en 2018, sorti en 2021, mais c'est une lecture évidemment colorée par l'actualité récente qui touche la Géorgie, la peur de la Russie après l'invasion ukrainienne et la loi censément anti-ingérence, qui est en fait une loi anti-Union européenne, votée par le gouvernement ces dernières semaines, malgré la mobilisation compacte de la nation quasi entière. Le football, ça reste la guerre. Et justement, après cette petite interlude qui ressemble un petit peu à une prise de conscience, quelle est la suite du film? Alors, après cette interlude, donc le réalisateur creuse un sillon plus romantique, hein. Le fan hardcore de foot sera peut-être un petit peu déçu. Ouais. Mais il y a quand même une bifurcation où tout se joue.
c'est la finale de la Coupe du Monde. Alors, c'est l'Argentine qui joue en 2018 dans la réalité du film. On reste dans la fiction. C'est un On mensonge. reste dans la fiction, oui. Le réalisateur Alexandre Koberidze est fan de l'Argentine, justement par rapport à la Coupe du Monde 90. Comment le blâmer ? Je pense que si j'étais né dans les années 70, mon idole absolue serait Maradona. Donc, difficile de le blâmer. On le pardonne, Donc, ouais, tout à fait. c'est ça. Donc, Gheorghi, qui n'est pas Gheorghi, demande à Lisa qui n'est pas Lisa. Donc, ils ne se connaissent pas, mais ils sentent qu'il y a quelque chose entre eux. Il lui demande s'il peut la raccompagner au risque de rater la finale. Il rate la finale et ne la séduit pas. En étant perdant sur tous les plans, il atteint une plénitude retrouvée. Une défaite vaut mieux qu'un abandon, qu'une reddition, ou qu'une évaporation face au problème. L'Argentine... Ah, bah oui, ça nous est tous arrivé. Hein. On a tous dû... Voilà, l'Argentine gagne la Coupe du Monde dans le hors-champ. C'est-à-dire que l'équipe que je supporte gagne dans le hors-champ de ma vie, C'est une mais d'une histoire relation qu'on parle amoureuse un qui peu. se dénoue quand même. On se retrouve. C'est Ah ouais, autant une éthique qu'une esthétique de la défaite. Gheorghi se révèle en ratant ce qu'il voulait chercher. Le désir, c'est aller au-delà de son précaré. Et supporter son équipe, c'est la supporter aussi quand on est avec la femme qu'on aime. Donc le récit d'apprentissage, c'est la conscience d'un déracinement et la considération du foot comme un plaisir extraordinairement important parce qu'il est simple à conjurer. Il y a du foot partout pour qui veut le regarder. Ce qu'on peut voir de ce film-là, c'est que la grandeur du football, ça réside aussi dans la petitesse de ses détails, dans l'arrière-plan qu'il constitue dans nos vies, même dans nos vies amoureuses. Autant que l'amour se mesure à la force du silence que deux amants traînent avec eux. Il y a donc plus grave qu'un résultat de football, mais il n'y a rien de plus important à vivre. Et donc, alors que la Géorgie tapait sur le poteau à la 95e minute contre la Turquie hier, manquant de rien l'égalisation, j'ai cligné des yeux, j'étais déçu à l'intérieur de mon clignement d'yeux, et je me suis rappelé une scène au tout début du film. Gheorghi n'est donc pas encore métamorphosé, et son entraîneur lui dit en montrant un tableau noir qu'il est l'aimant, et que son aimant, c'est son histoire. En fait, son entraîneur, il a tort. Supporter une équipe, c'est apprendre qu'il n'y a jamais une seule conscience dont on est le seul monde. C'est un amour qui, chaque jour, se nourrit d'un regard lavé des certitudes de la veille, qui deviennent des préjugés. Et donc, c'est terrible, mais c'est pour ça que le foot, c'est génial, parce que c'est un lieu commun, et les lieux communs ont toujours du vrai en eux. C'est que la vie, c'est prendre les matchs les uns après les autres. Alors, bon, le temps de rouvrir les yeux, il y avait 3-1 pour la Turquie, quoi. Mais bon, les lumières du stade et la salle du cinéma, c'était éteintes, mais on avait quand même vécu un beau moment. Eh bien, merci beaucoup à Clément pour cette petite chronique. Ça fait aussi du bien de parler de cinéma de temps en temps. Et du coup, ouais, cap sur ce match de Tchéquie-Turquie. 21h. Tchéquie, Turquie. Alex, toi, tu voulais nous parler d'un club turc en particulier, il me semble, qui est fermement opposé au président Erdogan. Ouais, et si comme le printemps arabe, la révolte allait venir du foot en Turquie. On cesse de vous le répéter, tout est politique dans le football et le championnat turc fait pas exception à la règle. Depuis plus de 10 ans maintenant, les islamo-conservateurs du parti présidentiel ont fait de ce sport un instrument de pouvoir à coup de financement massif et de campagne répressive. Ouais, bah Alex, si je dis pas de bêtises, le président Erdogan a même un club à lui, c'est ça ? Ouais, et le football est présent dans sa vie depuis un moment. Pour la petite histoire, il n'a pas hésité à se faire passer pour un ancien grand joueur qui aurait arrêté sa carrière à cause d'un coup d'état militaire en 1980. Pour la petite histoire, le nouveau chef militaire de son club, l'équivalent de l'entraîneur de l'époque, aurait ordonné à tous les joueurs barbus de se raser. Erdogan aurait refusé l'injonction en quittant le club. Il aurait même refusé 2 approches de Fenerbahçe pour se consacrer à ses études. Quel crack! Bref, s'il n'a pas pu finir professionnel, il y avait une autre solution, s'offrir le club de Başakşehir, racheté par les sympathisants de son parti l'AKP en 2014. Peu de temps avant, il avait quand même pensé à placer des proches du pouvoir à la direction de la Fédé, c'est quand même plus simple pour gérer. Point positif quand même, il a pu faire sortir de terre plus d'une 20aine de stades et moderniser des infrastructures vétustes. Malheureusement pour lui, il valait mieux inaugurer ces fameux stades à huis clos tant les huées contre lui étaient fortes. Pour revenir à son club, donc Başakşehir, on parle là d'un ovni du foot. Un club qui n'existe que depuis 1992 et qui s'est imposé sur la carte du football turc du jour au lendemain. Alors, Erdogan n'a pas de place attitrée dans le club, on soigne quand même les apparences, mais le neveu de sa femme est propriétaire du club, donc bon, ok, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire plus discret. Dans le genre discret aussi, le principal sponsor était Medipol, un groupe hospitalier dirigé par le ministre de la Santé de l'époque. Tant qu'à faire, autant faire raquer les proches. Bon, j'ai ma petite idée, mais pourquoi Erdogan s'est intéressé au foot ?
Bah, tu sais, la Turquie, footballistiquement, c'est assez insolite, hein. On a la ville d'Istanbul qui regroupe 3 clubs historiques. Beşiktaş, qui représente son quartier populaire et laïque. Galatasaray, les élites, qui représentent les élites européennes. Et Fenerbahçe, qui est une bourgeoisie un peu plus conservatrice. Alors, forcément, c'est pas les meilleurs amis du monde, hein. Les 3 clubs se partagent la ville et chaque quartier a son identité. Pourtant, en 2013, pendant la crise du parc Gezi, les ultras des 3 grands clubs se sont unis. Ok, alors est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire? Oui, parce que c'est un événement qui commence à dater un peu, hein, qui a plus de 10 ans. En 2013, il y a eu un mouvement de protestation qui a été initialement mené par des écologistes et des riverains qui s'opposaient à la destruction du fameux parc Taksim Gezi. Alors très vite, ils ont été rejoints par des milliers de manifestants à la suite d'une violente répression policière pour les déloger. Ils sont allés les sortir à coups de gaz lacrymo et de high kick dans la face. Les protestations se sont généralisées avec des revendications antigouvernementales, évidemment réprimées là aussi par une très forte répression policière. La colère s'est donc propagée à travers le pays et près de 2,5 millions de personnes descendent dans la rue. Devant ses partisans, Erdogan justifiera ses exactions en expliquant que c'est partout pareil, que l'Europe fait la même chose, que les États-Unis fait la même chose et que le complot contre lui s'était bien organisé. En 10 jours de protestation, on a quand même 8 personnes qui sont tuées et 10 000 qui sont blessées. Ah ouais, quand même, on comprend aisément que la rancœur a dû rester forte dans le club des supporters. Ouais, et quoi de mieux pour contenir cette révolte que d'ajouter un club ultra financé par le parti pour donner un contrepoids. Ainsi, des millions ont été investis sans respect du fair play financier, vu que le stade était vide, donc pas de rentrée d'argent, et les produits dérivés ne se vendaient pas. C'est comme ça que le club de Başakşehir est sorti un peu de terre, et l'idée, en fait, c'était d'ajouter un 4e club à Istanbul pour un peu prendre le pouls et contrôler la ville. Alors, avec tous ces investissements, le club parvient quand même à remporter le championnat en 2020, à participer à la Ligue des Champions pour finalement revenir dans le ventre mou du championnat actuellement. Et nouvelle plutôt passée inaperçue, le club a signé en février dernier un contrat de collaboration avec le City Football Group. D'accord, et du coup, pour revenir au terrain, c'était comment cette année? Est-ce que le Fener et Galatasaray se sont livrés une sacrée opposition? Ouais, déjà le championnat a été extrêmement serré cette saison, mais il y a eu aussi beaucoup de débordements. Certains présidents de clubs proches du pouvoir, parce qu'en gros tous les potes d'Erdogan ont un petit club en dépendance, et c'est donc des hommes qui se sentent tout puissants, à tel point qu'il y en a un qui est carrément descendu sur le terrain pour mettre une droite à l'arbitre. C'était en décembre dernier. C'est le président d'Okaraguchu qui a carrément à la fin du match frappé l'arbitre. Et t'as d'autres membres du staff qui en ont profité pour lui mettre des chassés une fois qu'il était au sol, la grande classe. Le championnat a été suspendu pour 1 semaine afin d'apaiser les tensions, mais quelques mois plus tard, après la défaite de Trabzonspor face à Fenerbahçe, les supporters de Trabzon sont eux aussi rentrés sur la pelouse pour en découdre avec les adversaires. Alors vous avez vu très certainement les vidéos où on voit des scènes absolument lunaires avec Michy Batshuayi qui met un high kick à un supporter pour se défendre. Alors oui, le championnat a été très accroché pour répondre à ta question, Zach, mais dans un contexte lourd, et plusieurs supporters des grands clubs ne croient plus en l'équité sportive. En fait, tous ces problèmes extrasportifs, l'ingérence politique, ça fait douter de l'intégrité des arbitres et ça renforce les théories du complot. Ok, bah du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas des présidents qui essayent de faire bouger les choses un peu? Bah justement, oui, il y a le président du Fener, c'était un peu le but de ma chronique, c'est un farouche opposant à Erdogan et il dénonce la corruption et le favoritisme. Pour protester typiquement après la dinguerie qui s'est passée face à Trabzon, les joueurs du club ont quitté la pelouse dès la 3e minute de la Super Coupe de Turquie contre Galatasaray. Ils avaient déjà choisi d'envoyer sur le terrain l'équipe des moins de 18 ans. Et après un but encaissé rapidement, c'est l'équipe tout entière qui s'est barrée du terrain en octroyant la victoire par forfait à Galatasaray. Et derrière toutes ces oppositions et ces manifestations, c'est bien le président du club, Ali Koç, qui orchestre tout ça. C'est un fils d'une grande famille bourgeoise et qui a pointé du doigt, je cite, un gang qui sert les arbitres pour modeler le football turc à sa convenance. Il s'est également indigné des procès pour corruption et trucage dans de matchs qui traînent depuis plus de 10 ans et qui, en fait, on a l'impression seront jamais jugés. Et derrière lui, en fait, il y a toute la presse d'opposition qui s'est regroupée parce que c'est difficile de trouver un contre-pouvoir à Erdogan en Turquie. Et ce qui est hyper intéressant dans ce cas précis, c'est que c'est par le foot que les médias arrivent à s'exprimer.
Il faut savoir aussi, pour retourner sur ce côté ingérence politique, le club de Fenerbahçe dérange tellement Erdogan qu'on sait que le fils du président Bilal, rien à voir avec notre Bilal à nous, je vous rassure, aimerait prendre la tête du club et en fait prendre le pouvoir du Fenerbahçe. Et ben ça a renforcé typiquement les liens avec un autre club d'Istanbul qui est le club de Beşiktaş pour créer un véritable contre-pouvoir et renverser les hommes en place à la Ligue. Bref, tout va mal au sein du football turc et cherchez pas bien loin le responsable, vous l'apercevrez sûrement en tribune ce soir face à la République tchèque. Eh ben, merci beaucoup Alex pour cette super chronique. C'était intéressant que tu aies un peu creusé sur l'origine de toutes ces agitations autour du football turc. Mais en tout cas, merci beaucoup les gars pour cette émission encore super sympa. Ça nous a bien mis dans le bain d'une journée qui s'annonce très riche. Et nous, on va vous laisser savourer tout ça et on se dit à demain pour une nouvelle quotidienne sur 11e art.